Les récents événements à la frontière polono-biélorusse et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont remis en avant la question de la sécurité européenne. Avant la guerre, Poutine demandait aux États-Unis que l'OTAN s'engage à ne pas accepter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et que soient discutées les relations entre celle-ci et la Russie. Ces demandes n'étaient pas nécessairement sérieuses, mais depuis 2006, Poutine a demandé un engagement de ne pas inclure l'Ukraine et à l'époque, son opposition a été écoutée par l'administration Bush. Les engagements occidentaux d'établir un cadre de relations OTAN-Russie ont été annoncés dans les années 90, mais jamais suivis d'effet. Où doit donc s'arrêter l'OTAN? L'Union européenne peut-elle toujours compter sur l'OTAN, donc sur les États-Unis et accessoirement sur le Canada et la Grande-Bretagne depuis le Brexit pour assurer sa sécurité? Le serpent de mer d'un projet d'armée commune de l'Union européenne ressurgira-t-il? Le parapluie militaire des États-Unis est indispensable pour faire face à la renaissance de l'Empire russe et la question d'une défense autonome de l'UE ne se pose pas pour les États-Unis, alors que les grands pays de l'Ouest européen, en premier lieu la France, ne cessent d'y réfléchir. Certes, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ou en tout cas, elle n'en est pas membre à part entière, mais elle ne cesse de dire, depuis qu'elle s'est échappée de l'Union soviétique, qu'elle aimerait y adhérer. Tous ces présidents successifs, de Kravchuk en 91 à Zelensky aujourd'hui, ont dit souhaiter la rejoindre à une exception près, le très pro-russe Yanukovych, qui fut président jusqu'à ce que la révolution Maïdan le balaye en 2014. Pour rappel, en 95, l'OTAN était intervenue à Kharkiv, la deuxième ville du pays, actuellement sous bombardement russe, pour aider à faire face à des inondations catastrophiques. Les Ukrainiens louent ou prêtent régulièrement à l'OTAN des moyens de transport aérien comme des Antonov fabriqués en Ukraine. Les troupes ukrainiennes ont aussi participé à plusieurs opérations sous les bannières de l'OTAN, comme la guerre au Kosovo contre la Serbie en 99, la guerre en Afghanistan contre le régime taliban à partir de 2001, ou encore la deuxième guerre du Golfe contre l'Irak de Saddam Hussein à partir de 2003. L'Ukraine, comme la Moldavie, la Biélorussie ou la Géorgie il y a une dizaine d'années, est un état tampon, une sorte de zone frontière entre deux empires, le russe et l'Occident. La Russie a pris des gages territoriaux à l'égard de ses voisins devenus pro-occidentaux, les soi-disant républiques d'Abkhazie et d'Ossétie du Nord contre la Géorgie, la Transnistrie contre la Moldavie, la Crimée contre l'Ukraine en 2014 et en même temps les régions de Donetsk et de Luhansk. La guerre contre l'Ukraine est-elle le prélude de ce qui pourrait un jour arriver à la Pologne, aux trois pays baltes, l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie, ou encore à la Roumanie. En Biélorussie, il a suffi de maintenir en place un autocrate pro-russe, Loukachenko, grâce à des élections truquées. La Hongrie de Viktor Orban est une alliée de la Russie, qui se sert de l'argument que les minorités hongroises sont maltraitées dans les pays voisins, l'Ukraine essentiellement, mais aussi la Roumanie ou la Slovaquie. Ce même argument est utilisé par la Russie à l'égard de la minorité russophone dans les pays baltes. Au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique, ces pays se sont précipités à l'abri du parapluie militaire de l'OTAN et dans la zone de prospérité économique de l'Union européenne qu'ils ont rejoint en 15 ans. Il est donc temps de se pencher sur la pertinence d'une armée européenne et des intérêts divergents des acteurs européens et de leurs alliés, les États-Unis. Laquelle de l'OTAN ou d'une éventuelle armée européenne serait plus à même de protéger efficacement les frontières de l'UE? L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une organisation politico-militaire internationale dont l'objectif est d'assurer la défense collective de ses pays membres. Elle a été créée en 1949 au début de la guerre froide entre le bloc occidental et l'Union soviétique. Durant les 4 décennies qui suivirent, la guerre était une menace bien réelle. Ce système d'alliance suppose qu'en cas d'attaque contre l'un des pays membres, les autres entreraient en guerre à ses côtés, que ce soit via un appui logistique ou une intervention directe. L'identité de l'adversaire n'a pas changé. On ne parle plus de l'Union soviétique, mais de la Fédération russe. Les enjeux sécuritaires demeurent les mêmes. Toutefois, l'objectif de l'OTAN dépasse le cadre d'un traité de défense mutuelle. L'OTAN permettrait de moderniser et de coordonner l'intégration des armées nationales des pays membres. C'est un bouclier intégral pour assurer la sécurité des alliés menacés. D'où la présence de troupes de l'OTAN dans les pays baltes, auxquels viennent s'ajouter les contingents rotatifs ou permanents des États-Unis. Compter sur l'appui de la première puissance militaire au monde, et de loin, sacré atout pour ces petites nations européennes. Mais il s'avère qu'au fil des ans, l'OTAN a perdu en popularité parmi les puissances d'Europe occidentale. Il faut bien reconnaître que ces 3 dernières décennies, l'OTAN s'est occupée de bien d'autres choses que de la sécurité du territoire européen. L'OTAN se cherche une nouvelle vocation depuis l'implosion de l'Union soviétique. Elle avait été l'instrument des intérêts sécuritaires des États-Unis d'abord, de l'Europe éventuellement dans des régions très éloignées. L'Afghanistan, l'Irak, la Corne de l'Afrique, le Darfour. En tant qu'alliés, on ne peut pas éviter de prendre en compte l'intérêt sécuritaire des États-Unis. Mais ces théâtres sont loin de nos préoccupations quotidiennes. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron à propos de la menace russe.
On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne face à la Russie qui est à nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante. On doit avoir une Europe qui se défend davantage seule, sans dépendre seulement des États-Unis et de manière plus souveraine. Emmanuel Macron au Parlement européen. Macron avait même déclaré fin 2019 que l'OTAN était en état de mort cérébrale, ce qui n'avait pas manqué de faire des vagues. Ce que Macron souhaite, c'est que la politique sécuritaire européenne soit complètement indépendante des États-Unis. La France étant la première puissance militaire européenne et la 7e au monde, son avis sur la question est pris au sérieux par les autres pays membres de l'UE. L'idéal européen serait que Bruxelles puisse entamer des négociations, conclure des accords ou déployer des forces en toute autonomie sans se concerter avec Washington, même en cas de conflit. Une idée contraire aux principes fondateurs de l'OTAN. Évidemment, pour être autarcique en matière de sécurité, il faut disposer de capacités militaires suffisantes. Le Cerbère européen. Alors quel est le système de défense européen actuel et quel rôle y jouent les États-Unis? L'OTAN peut compter sur des centaines de milliers de soldats européens, mais ces armées présentent de nombreuses lacunes structurelles, surtout concernant leur capacité de déploiement. Nous devons être en mesure de répondre à des menaces imminentes ou de réagir rapidement à une situation de crise, par exemple une mission de sauvetage et d'évacuation ou une opération de stabilisation dans un environnement hostile. Projet de boussole stratégique de l'Union européenne. L'UE est consciente que ses capacités de défense ne sont pas à la hauteur. En raison de ces lacunes, les États-Unis ont dû renforcer leur présence sur le territoire européen, dans les Balkans durant les années 90 et à chaque fois que la tension est montée sur le front oriental de l'Europe, comme cela s'est produit par exemple durant l'annexion russe de la Crimée et son port sur la mer Noire, Sébastopol. Parmi les États membres de l'OTAN, seuls les États-Unis, la France et le Royaume-Uni disposent d'une force de projection efficace ainsi que de l'argument suprême, la dissuasion nucléaire. Les pays européens ont des capacités si limitées que sans le soutien des États-Unis, il est fort à parier qu'ils ne seraient pas en mesure de garantir la sécurité de tous les pays membres face à la menace russe. À tel point qu'en 2014, l'administration de Barack Obama créa l'initiative européenne de dissuasion pour répondre à une demande de longue date des pays d'Europe de l'Est. Cette initiative vise à renforcer la contribution américaine à la sécurité européenne en augmentant la présence militaire dans les pays considérés comme étant en première ligne, à savoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Elle permet aussi d'augmenter le budget et donc la régularité des exercices militaires conjoints tout en améliorant les infrastructures clés de dissuasion par la force. Le programme a coûté aux Américains près de 25 milliards de dollars entre 2016 et 2021. Une belle preuve d'amour de la part de l'oncle Sam. Cette initiative européenne de dissuasion a facilité le déploiement de chasseurs F-15 et F-16 au Royaume-Uni et en Italie tout en augmentant le nombre de troupes déployées en Pologne et dans les pays baltes. Alors, est-ce suffisant pour protéger l'Europe d'éventuelles agressions extérieures? Oui et non. Grâce à ces déploiements, toute agression impliquerait la riposte des États-Unis. Mais les experts sont d'accord sur un point. Les 3 républiques baltes, qui comptent une importante minorité russe dans leur population, sont le talon d'Achille de l'OTAN. Selon des simulations, Moscou pourrait atteindre les capitales baltes, Tallinn, Riga et Vilnius, en 60 jours max. Il n'est pas inenvisageable qu'ils y parviennent en 60 heures max, comme ce fut le cas avec Kiev. Kallas, la première ministre estonienne, convie les troupes américaines dans les pays baltes. Le Royaume-Uni envisage de doubler la présence des troupes en Estonie. Alors pourquoi l'Estonie sollicite-t-elle le soutien des États-Unis et du Royaume-Uni et non pas de ses voisins et alliés? En gros, c'est surtout la force de dissuasion qui constitue l'essentiel de la capacité défensive de l'OTAN. L'UE ne dispose pas non plus de capacité de déploiement rapide et longue portée que les États-Unis apportent actuellement à l'OTAN. Ce qui nous amène évidemment à un enjeu majeur, les financements. L'adhésion à l'OTAN suppose la mise à disposition de 2% du PIB à destination des capacités de défense. Mais à l'exception des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, des républiques baltes, de la Pologne et de quelques autres États membres, la grande majorité des membres du traité Atlantique Nord ne respectent pas cette condition. Trump n'avait cessé de critiquer Angela Merkel pour ne pas financer assez l'OTAN ainsi que sa propre défense. Le nouveau chancelier Olaf Scholz n'a pas attendu longtemps pour annoncer dès l'attaque russe contre l'Ukraine, un renforcement considérable des moyens budgétaires de l'Allemagne, 100 milliards d'euros sur 5 ans. Il aura fallu une attaque russe contre l'Ukraine pour convaincre les dirigeants européens qu'il fallait mettre la main à la poche. Il ne s'agit pas seulement du volume des dépenses, mais aussi de leur répartition. Les pays européens de l'OTAN dépensent actuellement presque autant de leur PIB dans leurs armées que la Chine et beaucoup plus que la Russie. Le problème n'est pas tant le volume des dépenses, mais plutôt son usage. Dépenses trop élevées en personnel et trop faibles en matériel. Les armées européennes, mis à part quelques exceptions, ne permettent pas d'assurer une défense à la hauteur des enjeux, même prise
dans leur ensemble. Les cas les plus parlants sont ceux de la République tchèque et de la Lettonie qui dépendent à 100% de la Russie pour leur approvisionnement en gaz. La Finlande, la Hongrie et l'Estonie se situent aux alentours de 90%. Sauf qu'en proportion de leur mix énergétique, le gaz russe ne représente qu'une faible part derrière le pétrole, le nucléaire et les énergies vertes. C'est pour l'Allemagne, l'Autriche ou l'Italie que le dossier du gaz russe est particulièrement sensible. Rien que pour l'Italie, la part du gaz russe dans le mix énergétique représente 40%. La France dépend quant à elle à 20% du gaz russe. Précisons néanmoins qu'il s'agit d'une interdépendance, la Russie exportant tout de même plus de 40% de son gaz vers l'UE. Elle ne dispose donc pas d'une grande marge de manœuvre pour négocier si les Européens persistent dans leur volonté de réduire leur dépendance au gaz russe. Mais la création d'une structure de défense commune à l'Europe, telle qu'envisagée par Macron, permettrait-elle d'apporter une réponse à ces problématiques sécuritaires? L'OTAN est-elle par sa nature même responsable de son délitement? L'illusion de l'autodéfense. La raison pour laquelle Macron appelle l'Europe à faire cavalier seul est de nature politique. L'isolationnisme de la présidence Trump entre 2017 et 2021 a laissé à l'exécutif européen de profondes traces et a durablement entamé le capital confiance des États-Unis, surtout depuis le retrait d'Afghanistan décidé par Washington sous le mandat de Biden en août 2021, sans consulter au préalable ses alliés. Selon des sources, Trump a évoqué un possible retrait des États-Unis de l'OTAN en pleine inquiétude au sujet de la Russie. On ne veut plus être pris pour des bouffons. On réduit nos forces parce qu'ils ne règlent pas leurs factures. C'est très simple. Donald Trump. Les États-Unis retireront environ 12 000 soldats d'Allemagne, mais près de la moitié resteront en Europe. Finalement, ce furent des menaces en l'air. Mais ces paroles ont marqué les dirigeants européens au fer rouge. Mais l'idée d'une armée européenne indépendante, sans le concours des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada, n'est pas nouvelle. Mais l'hostilité apparente de Trump à l'OTAN, la dépendance énergétique croissante vis-à-vis de la Russie et les événements actuels en Ukraine ont donné une nouvelle impulsion au projet. De nombreuses tentatives ont déjà eu lieu, mais elles se sont toutes soldées par des échecs. L'Eurocorps, par exemple, un corps militaire créé en 92 et qui compte sur 60 000 hommes en provenance de 11 États participants. Son objectif principal, soutenir les missions de maintien de la paix ou de stabilisation des casques bleus de l'OTAN et de l'OSCE. On peut aussi penser à la force européenne de gendarmerie qui compte un modeste contingent de 2000 personnels, ou aussi à l'European Rapid Task Force qui n'existe plus depuis 2012 et qui pouvait être déployée en moins de 5 jours sur des terrains humanitaires difficiles. Ces corps et quelques autres sont aujourd'hui coordonnés par la structure de coopération permanente PESCO qui ressemble 25 États membres. Alors peut-on espérer un avenir plus glorieux pour la défense européenne? L'idée est sur la table, mais les pays d'Europe centrale et orientale, les PECO, s'en méfient, c'est-à-dire les membres du désormais caduc Pacte de Varsovie. La Pologne, les républiques baltes, la Roumanie, la Bulgarie et la Slovaquie se sentent beaucoup mieux protégés par Washington que par Bruxelles, et ce, à tous les niveaux. La guerre en Ukraine en est l'illustration parfaite. Alors que Paris et Berlin privilégiaient des négociations européennes avec Poutine, le groupe de Minsk, le format Normandie. La plupart des PECO exigeaient avant le début des hostilités un front commun au sein de l'OTAN et un déploiement accru des troupes états-uniennes. Il est très important pour l'OTAN de formuler une réponse commune. Général Rajmund Andrzejczak, chef d'état-major des armées de Pologne. La France et l'Allemagne vont-elles persister dans l'idée d'une armée européenne, donc sans participation de 3 des États fondateurs de l'OTAN, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni? La guerre russo-ukrainienne semble surtout avoir revigoré l'OTAN et éloigné le mirage d'une armée européenne. Macron et Poutine rentrent bredouilles de ce point de vue-là. Mais l'arsenal de sanctions économiques déployé par l'Occident, le silence gêné des alliés de la Russie à l'instar de la Chine et la réorientation de la ligne politico-militaire de certains pays historiquement neutres comme la Finlande, la Suède ou la Suisse constituent un changement de paradigme inédit. Le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire a même parlé de guerre économique et financière totale pour provoquer l'effondrement de l'économie russe avant de revenir sur ses propos. Même la Turquie s'est ralliée à l'Occident bien que tous les drones qu'elle avait livrés à l'Ukraine ont été détruits durant la Blitzkrieg de la première nuit. Toutefois, elle n'a fermé les détroits des Dardanelles et du Bosphore aux navires russes qu'après leur passage,
donc leur position est surtout symbolique. Les pays de l'OTAN vont appliquer les sanctions qui ont été décidées au niveau G7 par les États-Unis, l'UE et d'autres alliés. À l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, l'Assemblée générale des Nations Unies vient de condamner à une majorité bien supérieure aux 2/3 l'invasion russe de l'Ukraine. Ce sont donc 141 pays qui se sont prononcés en faveur de la résolution, 35 qui se sont abstenus et 5 dont l'Érythrée, la Syrie, la Biélorussie et la Corée du Nord qui s'y sont opposés. Rappelons-le, comme l'a si bien dit Biden, si un soldat américain se retrouve face à un soldat russe, c'est la Troisième Guerre mondiale. Alors je vous pose la question, les intérêts européens seraient-ils mieux défendus par une armée européenne que par l'OTAN et donc Washington? Perso, je vous propose une citation de Victor Hugo qui nous écartera un peu de la dualité manichéenne à laquelle nous sommes constamment exposés. La guerre, c'est la guerre des hommes, la paix, c'est la guerre des idées. Ou sa variante de Yoda dans la guerre des étoiles, personne par la guerre ne devient grand. Prenez soin de vous et à la prochaine.